Information, communication, ou plutôt Infocom en fait. À Nantes, c'est une formation que remarquaient des centaines d'étudiants et d'étudiantes. Après 22 années d'existence, Infocom tire sa révérence en 2023. On vous propose donc aujourd'hui une émission hommage, une émission rideau, pour se rappeler de ces 22 ans, des professeurs, intervenants, des élèves qui sont passés par le premier étage du bâtiment Sensive de l'UNIF de Nantes. Au micro, c'est Constance, chargée de projet éducation aux médias à la radio Prune, et Julia, ancienne étudiante et journaliste. Alors, on va tâcher pendant 1 heure de se remémorer les parcours, les productions, les rencontres qui ont rythmé cette formation si particulière. C'est donc une émission très spéciale, enregistrée au pôle étudiant, le symbole de la vie culturelle et festive du campus. On a assisté à l'instant à la projection des travaux des licences 1 et 2 actuelles, à des prises de parole, à des ateliers. Alors forcément, on se rend compte, la fermeture d'une formation et de cette formation, c'est une épreuve et un moment d'émotion. Alors en préparant cette émission, on a recueilli énormément de paroles, des paroles aussi en off. C'est une filière, un parcours, une option, un département, ça dépend de quelle année on parle, qui a suscité des sentiments très vifs, un attachement très fort et aussi des critiques. Et en tout cas, celles et ceux qui pouvaient venir ont répondu présents et présentes aujourd'hui et on les en remercie. On a tâché de réunir des anciens très anciens et des personnes encore présentes. Alors, il y a eu différentes ères Infocom, on ne pourra pas tout dire, on ne pourra pas mentionner tout le monde, mais on va tenter de retracer les débuts en présence d'une légende, Patrice Clergeau, responsable technique de 2001 à 2017. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'être là ce soir. Je pense que votre présence ce soir fait beaucoup d'heureux dans la salle. Et à vos côtés, on a Julie Attu. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Vous étiez élève de la promotion 2006, il semble. Oui. On n'est plus trop sûr, mais... Oui, c'est ça. Moi, je ne sais plus trop, mais personne ne sait. Ça doit être vrai. Et vous êtes aujourd'hui journaliste à France 3. Merci de nous apporter votre témoignage. De rien. Après cette première partie, on va aussi aborder donc l'Infocom actuel, celui de ces dernières années, la richesse et la variété des parcours et des débouchés. Ce sera avec Béatrice Ébuterne, qui est maîtresse de conférences en information communication et qui est aussi donc la dernière directrice d'Infocom Nantes. Il y aura aussi Michel Sourger, journaliste à la radio alternante et intervenant dans la licence. Et il y aura Prisca et toute sa bande. J'ai pas renoté tout, mais elles seront présentées tout à l'heure. Et enfin, il sera temps d'aborder plus généralement le paysage des formations, qu'elles soient scolaires ou non, en information et communication. Donc, quelle formation, pour qui, quelle représentativité dans le paysage audiovisuel français, quelle place aussi pour le public. On en parlera avec Claire Florence, cofondatrice du VLIP, Xavier Liébard, documentariste et intervenant en licence également, et Thibaut de Seillac, qui a fait partie de la promo 2018. Et puis on entendra aussi de courts passages d'interviews de journalistes et de chercheuses qui ont alimenté notre réflexion en tout cas. Tout ça, ce sera ponctué de vocaux que les anciens et anciennes ont laissés pour témoigner de leur expérience. Et une dernière chose, pas des moindres, ce plateau est filmé par les caméras du VLIP, donc merci aussi à elles et à eux. Bienvenue dans Infocom, la dernière, sur Prune. Infocom, la dernière. Émission spéciale à l'Université de Nantes. Alors, mélanger les termes de communication et d'information, ça peut sembler surprenant, voire même antithétique. Certains ont pu penser que c'était un genre d'école de journalisme ou de com public. En fait, c'est un champ de recherche universitaire, un ensemble de disciplines réunies sous l'appellation sciences de l'information et de la communication. Dès la fin des années 60, outre-Atlantique, on appelle ça les media studies, c'est peut-être plus parlant. Elles empruntent largement aux sciences humaines, avec de l'histoire sociale et médiatique, l'étude de la langue, les arts, mais aussi aux sciences de la documentation et même aux sciences de l'ingénieur, avec l'informatique. C'est interdisciplinaire, c'est enrichi, et en fait, il y a peu de domaines qui n'ont pas attrait à Infocom. Et côté pratique, en licence et master, on a fait de la prise de vue, prise de son, photo, graphisme, écriture journalistique, réseaux sociaux, événementiels, des productions sur le temps long avec beaucoup d'autonomie, ce qui permet de toucher à plein de compétences.
Donc à Nantes, si on a bien tout compris, une option Infocom a existé dès la fin des années 80 à l'université. Puis Infocom est devenue une licence 3 à part entière. Patrice Clergeau, vous avez participé à la création de cette licence en 2001 en tant que responsable technique. Alors, peut-être qu'on va vous poser une colle pour la première question, mais on tente. Savez-vous quelles étaient les motivations pour passer de simples options à véritable filière ? Est-ce qu'il y avait tout simplement beaucoup de demandes d'élèves ? Oui, alors il y avait effectivement beaucoup de demandes et c'était déjà depuis très longtemps dans l'idée de créer un département pour avoir son autonomie, son propre budget et gérer aussi les personnels titulaires et les intervenants. Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment a évolué la formation Infocom, puisque vous y êtes resté 16 ans ? J'imagine qu'entre le début et la fin, ce n'était pas forcément la même chose. Quelles sont peut-être les grandes étapes que vous avez pu constater ? Alors, il y a eu différentes choses. En septembre 2001, l'ouverture de la licence et les 2 années suivantes, le Master 1 et Master 2. Et puis ensuite, dans les années 2006, ça a été la licence professionnelle sur 3 ans, qui a fonctionné 3 ans, et qui était en partenariat avec le lycée Léonard de Vinci de Montaigu. Ensuite, il y a eu différentes évolutions dans le master. Et puis, on est arrivé dans les années 2012 où ça a été un petit peu là le changement, puisqu'il y a des enseignants qui sont partis. L'université, à cette époque, trouvait que la formation Infocom revenait un peu cher, en équipement surtout. Moi, j'étais chargé de prévoir un petit peu le remplacement des matériels et l'aménagement des salles informatiques, etc. Et c'est vrai qu'il fallait se battre pour avoir quelques sous pour avoir du matériel. Et puis ensuite, eh bien, il y a eu, heureusement, Béatrice Ebuterne qui est arrivée et qui était directrice de département jusqu'à maintenant et qui a pris la relève pour que ça fonctionne du mieux. Et Julie Athiou, vous avez été étudiante et vous êtes aujourd'hui journaliste à France 3. Et quel a été l'impact d'Infocom sur votre parcours professionnel ? Waouh. 2 heures. Ben non, mais je dirais que c'est la base, en fait. Moi, je suis arrivée ici, j'avais fait avant une licence de lettres modernes à Bordeaux. J'avais fait une autre licence pro à La Rochelle qui s'appelait Lettres, Culture et Nouveaux Médias. Tout un programme. Et en fait, moi, j'arrive avec l'envie... plein d'envie en fait, mais pas d'envie précise. Et je pense qu'Infocom, c'était parfait tout ça pour ça, parce qu'il y avait plein de possibilités, qu'on touchait à plein de domaines. Et moi, j'avais envie de faire plein de choses. Donc, pour moi, ça a été, c'était ce dont j'avais besoin. Et après, j'arrivais tout juste à Nantes. Moi, je connaissais personne. Et Infocom a vraiment été l'endroit où j'ai pu me créer un réseau... mais incroyable, qui a fait qu'après, j'ai trouvé des stages, puis des petits jobs, puis des plus grands jobs, puis des plus grands jobs. Enfin, voilà, tout part d'ici, en fait. Ça a été la porte ouverte. Ah oui, vraiment. Et justement, on écoute le vocal qu'Amandine Ferreira a laissé sur notre répondeur des anciens. Infocom, pour moi, c'est avant tout de belles rencontres, tant amicales que professionnelles, parfois même amicales et professionnelles. Quand je vois aujourd'hui le parcours de certains de mes potes d'Infocom, je suis fière d'avoir fait cette filière. Ça, c'était l'année de la promo 2011. Et maintenant, on écoute celui d'Anne-Marie Cross de la promo 2018. Salut. Moi, j'étais en master Infocom à Nantes entre 2016 et 2018. J'avais envie de devenir journaliste, mais j'avais pas vraiment les moyens de passer 36 000 concours. Je suis très attachée à mes souvenirs du master. J'ai rencontré mes plus belles amitiés. J'ai créé un binôme de travail incroyable avec une pote et ça dure encore puisqu'on fait de la radio ensemble et on écrit parfois à 4 mains. J'ai adoré la liberté dans l'enseignement, la possibilité de toucher à tout, la légitimité que les profs nous donnaient aussi. Et ce qui m'a, je crois, le plus marqué, c'est le festival de cinéma des 3 continents au 14A. Toute la promo est devenue une rédaction le temps du festival et on a couvert l'événement comme des pros et c'était ouf.
Alors, il y a des discours qui se rejoignent sur le côté touche à tout. Mais pour resituer un petit peu, Anne-Marie Croce, elle part du partenariat qu'il y a eu pendant plusieurs années entre le Master 2 et le Festival de cinéma des Trois Continents, qui mobilisait la promo entière en une énorme rédaction écrite et audiovisuelle. Patrick Clergeau, vous avez assisté à toutes les éditions de ce partenariat. Quels souvenirs vous en gardez Voilà, racontez-nous un peu. C'était très enrichissant, je pense, pour les étudiants du Master 2, puisque c'était chaque année la couverture médiatique du F3C, le Festival des Trois Continents. Donc, par petits groupes, chacun avait sa spécialité, faire un reportage d'image, un reportage sonore, des photos, et le tout allait alimenter le site officiel des Trois Continents. Donc ça, c'était vraiment un moment très fort et très enrichissant pour tout le monde, avec beaucoup de travail, puisqu'il y avait aussi des contraintes de temps, des contraintes de finalisation des pages web, etc., pour que tout fonctionne au mieux. Et au-delà même du site, il y avait un print, oui. Il y avait eu un magazine. Ouais. Parallèlement au site web, il y avait un journal, Gazetto, qui s'appelait Gazetto, qui était fabriqué également au département Infocom par un petit groupe d'étudiants. Ouais. Est-ce que vous avez souvenir d'autres partenariats assez marquants ? Alors, il y a eu les rendez-vous de l'Erdre, à l'époque ça s'appelait comme ça, où il y avait la communication à faire aussi pour cet événement. Hein, et c'était un groupe de 5-6 étudiants de la promo M1 qui se chargeait de cet événement, de couvrir cet événement-là. Julie, vous aussi, vous aviez participé au partenariat avec le Festival des Trois Continents. Vous en gardez un bon souvenir, visiblement ? Ouais, mais je pense que ce sont les meilleurs souvenirs d'ailleurs d'Infocom. Alors je ne sais pas si ça a été le cas après, mais moi j'ai eu la chance de le faire en première année et en deuxième année de master. Le partenariat a été couvert sur les 2 années. Mais c'est incroyable parce que tout d'un coup on a l'impression que ça y est, on est enfin dans la vraie vie. On est presque plus des étudiants. On nous donne une caméra et on peut aller faire des vraies interviews. Et puis pas n'importe quoi comme interview. Le Festival des Trois Continents, il y a quand même des grands réalisateurs qui sont là, que ce soit de fiction ou de documentaire. Et quand on arrive avec notre petite caméra devant Carlos Saurin ou d'autres grands réals, bah là, on vibre. On est là, mais c'est génial, en fait. Vraiment. Alors, vous disiez que c'était le meilleur projet, en fait. Est-ce qu'il y en a eu d'autres qui vous ont marqué ou c'était finalement celui-là Non, moi, ça reste mon meilleur souvenir. Après, c'est que c'est une formation dans laquelle on a aussi des stages à faire. Et voilà, moi, je garde aussi des très bons souvenirs des stages que j'ai pu faire dans le coin. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de plus formateur. C'est le côté très pratique. Je trouve que dans cette formation, on nous laisse beaucoup faire. Et donc, il y a eu énormément d'ateliers, mais aussi de stages, de ce festival. Et on apprend en faisant. Et ça, en tout cas, pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors, c'est une très bonne transition, puisque justement... à propos d'apprendre en faisant, on voulait aussi mentionner forcément la création de Prune, donc par les étudiants et étudiantes d'Infocom. On s'est entretenu avec Amandine Schiappa, qui est la cofondatrice de cette radio associative et étudiante, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc c'était entre 1998 et 2000, elle, qu'elle a participé à Infocom, enfin qu'elle a suivi Infocom. Et c'est donc à ce moment que Prune a été créée. Elle nous a raconté un petit peu. Moi, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que je suis communicante. J'avais fait un DUG médiation culturelle et communication. J'ai poursuivi en Infocom. Je me suis consacrée pendant 5 ans à Prune. Et puis plus tard, j'ai repris des études. J'ai fait un master de communication politique à la Sorbonne. Et puis plus tard encore, je me suis spécialisée en communication de crise. Et pour ça, j'ai fait le master de l'ENA de gestion de risques et des crises. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, je suis une professionnelle de la communication dans un domaine assez pointu et spécifique. Mais je viens de l'université et j'ai appris la communication à l'université. Et ça m'a, je pense, très très bien formée. Alors pour revenir un petit peu sur la création de la radio étudiante Prune, en quoi la création de ce Prune est liée à cette licence précisément ? Est-ce qu'à l'origine c'était un projet d'études ? Tout à fait. À l'origine, c'était un projet d'étudiants. Il y avait eu deux promotions avant moi.
qui avait commencé à créer Prune. En fait, Prune, à l'époque, ça voulait dire projet de radio universitaire nantaise. Et il y avait eu une première expérience sur le campus du Tertre dans un bus qui avait été prêté par la TAN à l'époque. Les organisateurs de cette édition avaient demandé une semaine d'émission auprès du CSA. L'année d'après, 2 mois d'émission accordée par le CSA. Après ces 2 mois d'émission, plus d'autorisation d'émettre. Et c'est là un petit peu que j'entre en jeu. En fait, les gens de la filière Infocom qui suivaient du coup le projet de très près m'ont demandé si je voulais pas reprendre le truc, parce que moi j'étais animatrice dans ce projet à ce moment-là, j'avais juste une émission et j'ai écrit le projet. J'ai écrit ce à quoi Prune devait servir, que ça devait être une radio qui était faite par les jeunes, pour être vraiment un acteur de la ville et créer des passerelles entre la jeunesse nantaise et les institutions. Et surtout vraiment la volonté d'avoir une équipe d'encadrement salarié pour pouvoir en fait permettre aux jeunes qui voulaient faire partie de Prune de s'exprimer librement à l'intérieur de cet outil qui n'était finalement qu'un prétexte pour pouvoir permettre à des jeunes de créer des choses. Et ça, je l'avais vu un peu d'ailleurs à Infocom. À Infocom, on avait la possibilité de travailler avec des outils radio, avec des outils, c'était des 99-2000, hein, donc c'était vraiment le tout début d'Internet, il y avait des modems, enfin il faut se replacer dans le contexte, c'était un autre moment, hein, mais du coup on faisait de la vidéo, donc voilà, on avait des outils à notre disposition et ça j'avais trouvé que c'était extrêmement intéressant. Enfin, voilà, c'est un projet qui a été formateur et un passage hyper important pour, je pense, sans exagérer, des milliers et des milliers et des milliers de Nantais. Voilà, donc un des nombreux projets durables d'Infocom. On parlera plus en détail tout à l'heure du VLIP. Et beaucoup, elle et beaucoup anciennes ont tenu à mentionner les rencontres inoubliables, l'émulation créée par les différentes promotions. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose que vous retenez, peut-être Julie, et puis Patrice aussi, visiblement, puisque vous avez marqué les... Vas-y, Patrice, tu dégaines plus vite. Oui, dans ce département, tout était possible, finalement. On ne se compliquait pas la vie. Si on avait à monter tel ou tel projet, on faisait le tour de ce qu'on avait comme ressources, les étudiants qui voulaient bien participer, et puis c'était parti, quoi. Et ça a toujours été une ambiance très particulière par rapport à d'autres formations universitaires qui sont beaucoup plus strictes, où à chaque fois il faut demander des autorisations un tel, une telle. Là, ça démarrait tout seul, et puis voilà, c'était simple. Mais c'est vraiment une ambiance particulière, Infocom. J'ai jamais vécu ça ailleurs que dans cette formation. Ça, c'est vrai. Et Patrice a toujours été notre grand-père, je pense. Ouais. On venait le voir, mais pour tout et n'importe quoi. Mais surtout n'importe quoi, mon pauvre Patrice. Mais c'est ça qui était très riche aussi, parce que c'était sympa. Moi, dans les 16 ans passés à Infocom à Nantes, c'était génial, quoi. Voilà, on ne s'ennuyait pas. Puis le matin, on arrivait à travailler de bonne humeur. Les très nombreux big up à Patrice des anciens et des anciennes sont donc alors, mérités. Ne regardez pas trop Internet, il y a plein de choses, mais c'est pas toujours chouette. Et c'est déjà la fin de cette première partie. Merci beaucoup à vous deux, Julie Atou, Patrice Clergeau, d'avoir été présente sur ce plateau. On se retrouve juste après une pause musicale pour parler d'Infocom aujourd'hui. On écoute Eddie Murphy des Spank Sisters. De retour dans Infocom, la dernière, l'émission qui rend hommage à la formation Infocom à Nantes. Béatrice Ebuterne a rejoint le plateau. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes, on le disait, maîtresse de conférences en information et communication et dernière directrice d'Infocom Nantes à partir de 2013, si je ne me trompe pas. Et Michel Sourget, bienvenue. Vous êtes responsable des magazines de la rédaction de la radio Alternante et vous êtes intervenu à de nombreuses reprises, notamment cette année, auprès des L2, qui ont réalisé 3 ou 4 créations sonores sur le thème du rideau. 3 en présentiel et 1 en distanciel, voilà, c'est ça. Comme on dit maintenant. Alors avant de vous donner la parole, place à de nouveaux témoignages. Celui de Nicolas de Nef, lui il était issu de la promo 2011 et on se retrouve juste après.
Salut les Infocom, je m'appelle Nicolas, je viens de la promotion qui est rentrée en L3 en 2008 et qui est finie en 2011 du coup, pour les plus chanceux. J'ai pas grand chose de positif à dire sur les cours d'Infocom. En revanche, un truc positif qui va manquer, je pense, c'est la rencontre d'individus assez extraordinaires que cette formation permettait. Des gens qui venaient d'horizons très divers pour faire des projets incroyables. Je pense notamment à l'émission qu'on a animée pendant 1 an sur Prune, avec Vincent, Alexis, Thomas. Je pense au webzine de Hip Hop Session qu'on a fait aussi, à 4, où on a couvert tous les événements. Je pense à tout ce genre de projets, les stages que ça m'a ouvert, les portes que ça m'a ouvertes. Sans ça aurait pas été possible. Et il a fallu cette somme de gens extraordinaires, des gens qui venaient d'horticulture, des gens qui venaient de lettres, des gens qui venaient de l'aérobic, et moi qui venais de psychologie, et c'était incroyable. Bisous à tous et courage. Alors, on vient d'entendre un témoignage sur la diversité des profils. Alors, vous, Béatrice Butin, vous n'étiez pas encore arrivée à l'époque de Nicolas, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont vous sélectionniez ces profils, justement? Alors déjà, moi, je suis arrivée donc, en septembre 2011. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, et en même temps, voilà, quand même un petit peu de temps. Et alors, auparavant, j'ai fait 2 autres universités auparavant. Il se trouve que j'ai toujours travaillé dans des formations à visée professionnalisante. Et alors à Nantes, j'ai continué ce que je faisais auparavant. C'est-à-dire quand il s'agit de sélectionner, l'idée c'était de faire des assemblages. Alors j'aime bien donner comme image. Imaginez une salade de fruits, vous voyez. On met pas que des pommes, on met pas que des ananas. Il faut un peu de tout, quoi, pour que ça ait du goût. Et donc c'était un peu l'idée. C'est effectivement là le témoignage qu'on vient d'entendre. C'est tout à fait ça. Je choisissais des étudiants qui, chez qui je sentais un potentiel créatif, chez qui je sentais des envies et qui avaient des projets. Peut-être pas très clairs, peut-être pas encore bien définis, mais qui en tout cas avaient envie d'être, envie d'être dans le réel, avaient envie de travailler sur des vraies choses. Et il se trouve que au département Infocom, c'était le créneau, c'était comme ça. Parce que moi, je suis arrivée en 2011, donc avant, il y avait déjà beaucoup, la majeure partie du travail avait été fait par mes collègues, comme l'avait dit Xavier Liébar. Il y avait Patrice Alain, il y avait Franck Cormeret. Il y a eu beaucoup de personnes avant moi qui ont bâti en fait, qui ont construit la maison. Et ensuite, moi j'ai continué. Il n'y avait rien à changer de particulier, c'est-à-dire qu'il fallait garder ces profils un peu atypiques. Aujourd'hui, on dirait ça. On dirait que c'est des profils atypiques. Moi, je trouve qu'atypique, c'est pas terrible, parce qu'en fait, c'est des profils réels. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on trouve. Je sais pas, on se retrouve à travailler dans une entreprise, on côtoie des gens très différents. Et l'idée, c'était que une classe, une promotion. Moi, j'ai fait de la sélection pour le master. En fait, je faisais des sélections en M1. C'était l'idée de créer cette jolie salade de fruits, en fait. Et ça a toujours bien fonctionné. C'est-à-dire que ça crée des amitiés, très rapidement, de manière, sans qu'on les force. En fait, les étudiants déjà s'entendaient bien, avaient envie de travailler ensemble. Et puis, ça a été beaucoup dit déjà. On leur donnait l'occasion de manière assez libre, finalement, de participer à plein de choses, avec plein de partenaires différents aussi, parce qu'il y avait plein de trucs. Justement, on voulait vous parler en termes de différence. Oui. Vous parliez de la diversité des profils et on a entendu aussi beaucoup la diversité des intervenants. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place de ces différents intervenants, justement, intervenantes dans la formation? Alors, ils étaient absolument essentiels. À partir du moment où on construit un diplôme qui a pour objectif de donner des opportunités de travail, disons ce terme, puisque c'est... même si on est à l'université, on peut imaginer sortir d'un master avec un bon bagage pour entrer dans la vie active. C'est possible. Et ces intervenants avaient une place essentielle parce qu'ils apportaient non pas une espèce de pâle copie de ce que serait un cours d'un maître de conférence ou d'un professeur. C'est pas ça qu'on leur demandait. On leur demandait de transmettre. Donc en fait, toutes les personnes qui sont venues, c'est un peu comme pour les étudiants. C'est-à-dire l'idée était de choisir des intervenants professionnels
qui avaient l'envie de transmettre, l'envie de partager leur savoir-faire, leurs compétences, leurs anecdotes professionnelles, et quelque part de donner envie à ces jeunes, d'avoir un peu des modèles, quoi, je sais pas, d'avoir envie de faire pareil par la suite, quoi. Et je pense franchement, parce que puisque je les vois là devant nous, c'est un peu ce qui s'est passé au final, quoi, je crois. Alors justement, Michel Sourgé, vous êtes intervenu donc à de nombreuses reprises, on l'a dit, auprès des élèves d'Infocom, et vous intervenez d'ailleurs auprès de différents publics. Justement, c'est quoi pour vous la spécificité de cette filière, vous qui avez un regard plus large ? Oh là Comment ça ? Bon, alors, en tout cas, je ne suis pas victime de strabisme, puisque mon regard est plus large. Bon, j'aime bien faire un petit peu d'humour. Je ne sais pas comment répondre à cette question, puisque comme le précisait Béatrice Ebuter, moi je suis un professionnel de la profession, comme dirait l'autre, et je n'ai pas... j'ai été recruté dans des circonstances un peu particulières, mais en tant que professionnel, et j'avais pas de regard particulier sur Infocom, si ce n'est qu'on venait me chercher, sans doute qu'on présupposait que j'avais quelques compétences, et c'est ce challenge-là que j'ai voulu relever. Ensuite, eh bien, effectivement, je me suis retrouvé accueilli dans une nouvelle famille, et là, j'ai vu un petit peu quelles étaient les réalisations des étudiants et des étudiantes, quels étaient les intervenants, et je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est une forme de réponse. Mm-hmm. Et justement, l'objectif de vos interventions, vous, au moment de votre recrutement, est-ce que c'est le côté pratique qui a été mis en avant, enfin le fait de pratiquer la radio, justement, de faire pratiquer la radio aux étudiants et étudiantes ? Alors, je vais vous faire une révélation. Voilà, des scoops, c'est bien. J'ai été recruté, mais d'une façon un peu particulière, sans doute sur mes compétences radio, mais en tout cas pas sur mes compétences pédagogiques ou d'encadrant d'ateliers de création sonore. Et à tel point que je ne connaissais pas Audacity, à tel point que j'avais quasiment réalisé aucune capsule sonore, et on m'a demandé non pas de faire ce que je savais faire, c'est-à-dire monter un petit journal avec les étudiants. C'est Patrice Alain qui m'avait fait cette proposition. C'était tu te débrouilles, on travaille un petit peu l'atelier, et puis tu te lances dans la création sonore avec les étudiants, les étudiantes. Et en fait, j'avoue que la première année, c'était un peu particulier, parce que j'apprenais en faisant apprendre. Donc vous imaginez dans quel état j'étais le soir. Mais apparemment ça s'est bien passé, parce que j'ai pas eu de remarques des étudiants, des étudiantes. Bon, et puis après effectivement au bout de 10 ans, on commence à maîtriser toutes les petites astuces du logiciel, et puis on acquiert un savoir-faire. Alors justement, les étudiantes sont là autour de la table. Donc Sarah Péchaud, Prisca Simpore, Tono Elenga Ngaporo. Vous êtes étudiante en L2 Infocom cette année. Comme le monde est tout petit, Prisca est aussi depuis quelques semaines la nouvelle présidente de Prune, après un an de bénévolat. Et donc toujours en radio, toutes les trois, vous avez participé au dernier projet radio avec Michel Sourgé. Qu'est-ce que vous en retirez ? Alors, Prisca qui parle. Effectivement, nous sommes les élèves de Monsieur Sourgé, avec qui on a travaillé, comme des papiers et avec ses petits-enfants. Ça s'est très bien passé. Personnellement, je n'avais aucune notion de Audacity, mais j'ai très bien appris. Je ne sais pas comment prendre le fait qu'on me présente comme un papy. Alors, il y avait papy Patrice, il y a papy Michel. Maintenant, il n'y a que des papys. Chaque génération a son papy, c'est comme ça. Exactement. La génération de 2006, je pense, le papy, c'était Patrice. Notre génération, c'était vous. En tout cas, la variété des profils sélectionnés, la place importante qui est accordée aux intervenants et la multiplicité des projets longs, c'est ça Infocom. J'ai entendu vous parliez de la débrouillardise aussi. Je pense que ça résume bien Infocom. Au niveau de l'atelier de création sonore, c'est totalement de la débrouillardise. Il faut faire quelque chose que moi je pensais
non réalisables en 24 heures, des capsules sonores avec des personnes qui n'ont jamais ni enregistré, la majorité, ni utiliser un logiciel de montage, faire comprendre ça, en plus leur demander, avoir une exigence en imposant un thème, et un certain nombre de contraintes, un peu sur le mode de l'Oulipo. Je pensais que c'était irréalisable, et le public qui a assisté cet après-midi à la diffusion de ces capsules ont pu prendre conscience que c'était vraiment un travail de qualité, très réfléchi, très pensé, et fait avec des broutilles, du matériel partagé avec l'autre atelier. Enfin, c'est ça. Mais d'un autre côté, on n'est pas forcément dans un premier emploi, on n'est pas forcément embauché dans des structures qui ont tout le matériel à disposition et autres, et que c'est aussi formateur de pouvoir bidouiller, je reprends votre terme. Donc moi, quelque part, ça m'amusait aussi un petit peu, mais je ne devrais pas dire ça. À nouveau, peut-être vous trois, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi à la base la filière Infocom, et qu'est-ce qui vous avait motivé dans ce choix ? D'abord, moi, c'est parce que à chaque fois que j'étais dans des groupes de classe ou encore dans ma vie personnelle, on me mettait toujours dans le côté communication. Et du coup, je suis plutôt partie dans ça. Et c'est aussi, le côté où on fait des créations. Ça m'a beaucoup plu aussi. Et je dois dire que j'étais juste partie dans ça et je ne savais vraiment pas ce que j'allais faire. Et la licence m'a permis d'affirmer et de confirmer mon goût pour tout ce qui touche à la communication, à la création et tout. Et voilà, c'est tout pour moi. Pour être honnête, de mon côté, c'était surtout par rapport au fait d'avoir un plus, parce que je voulais travailler dans le patrimoine et la culture, et travailler dans la communication, ça permettait d'avoir un bonus, quelque chose en plus pour avancer. Et voilà, principalement pour ça. Prisca, tu veux intervenir ? Je suis venue en lettres modernes, en information et communication, parce que je me voyais là-dedans. Ça marche, c'est une bonne réponse. Et alors justement, on ne peut pas s'empêcher de vous demander, désolé si ça vous plonge dans des abysses compliqués, qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? Alors moi, je vais faire Community Management. Là, je vais postuler pour le BUT à La Roche-sur-Yon. Et je vais juste faire du Community Management. Ouais. Moi, je vais essayer de postuler pour le master valorisation des nouveaux patrimoines à Nantes. Et voilà. Alors, moi, je vais poursuivre tout simplement ici. Même si ça change de nom, et c'est désolant quand même je crois qu'on n'aura plus d'intervenants extérieurs. Donc, ça veut dire qu'on n'aura plus de pratique. Mais même avec ça, j'évite au maximum de partir dans d'autres universités pour éviter en fait de me relancer dans les processus de réadaptation et tout. Donc, je préfère poursuivre ici. Et on verra bien. Merci. Et justement, en parlant de débouchés, on écoute sur cette question Laurence Corroy. Elle est vice-présidente de la commission formation au sein de la Société française des sciences de l'information et de la communication. Alors, je dirais en premier que ce sont des études passionnantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont prises avec l'actualité. Toujours. Puisque on vit un bouleversement de l'information et de la communication, des médias, du numérique, qui sont au cœur de toutes nos réflexions et de nos recherches en sciences de l'information et de la communication. Donc, quel que soit le domaine, à un moment donné, il y a une réflexion de type informationnel ou communicationnel qui est à poser. Même pour des disciplines de sciences dures, quand elles cherchent par exemple à médiatiser leurs recherches, quand se pose la question de la médiation scientifique, quand se pose la question des experts en santé par exemple dans les médias.
j'ai pu diriger un colloque cette année sur le sujet. Et vous voyez bien que sur un sujet comme la pandémie, comme les controverses en santé, les controverses environnementales, se posent aussi des questions qui sont liées aux sciences de l'information et de la communication. Donc, si les étudiants veulent venir en sciences de l'information et de la communication, c'est parce qu'on est en prise avec des questions socialement vives, toujours. La deuxième raison, évidemment, c'est qu'il y a un certain nombre de métiers qui correspondent aux sciences de l'information et de la communication sur un spectre large, puisque ça concerne tout autant la communication interne que la communication externe. Le journalisme, de nouveaux métiers comme les community managers, de la communication interne qui est plutôt centrée sur des métiers qui sont déjà bien connus dans les directions de communication des entreprises. On a aussi bien sûr toute la communication publique et institutionnelle. Donc les métiers sont variés, le spectre est large et donc les étudiants peuvent évidemment être intéressés par cette formation. Bon, vous nous entendiez peut-être parler entre nous parce qu'on avait prévu un témoignage beaucoup plus court et qu'on n'a pas chargé le bon fichier. Donc voilà, c'était un petit peu long, mais c'était néanmoins très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On voulait terminer cette partie aussi en vous faisant écouter un nouveau témoignage. Donc c'est Chloé Delaunay qui a été diplômée l'année dernière, qui nous parle aussi, vous allez l'entendre, de l'impact des travaux qu'elle a pu réaliser. Donc on écoute et puis on vous retrouve nous après une pause musicale pour parler donc du futur, du devenir des formations en information communication, de la façon dont on peut apprendre le journalisme et la communication aujourd'hui, de qui a accès à ces études, etc. Et on vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente dans cette deuxième partie. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour, c'est Chloé, j'étais en Infocom l'année dernière. J'ai suivi durant toute ma licence la spécialisation Infocom et j'ai rencontré des gens extraordinaires, des professeurs impliqués, passionnés et à l'écoute. Un de mes projets qui m'a le plus marqué, et je pense que nombre de mes camarades me rejoindront sur ce point, ce fut notre projet documentaire en L3, avec Monsieur Liébard, autour du lien que nous avons pu tourner grâce à l'association de la chaîne de l'espoir, qui accueille des enfants d'Afrique pour se faire opérer en France. Ce projet a bien été au-delà d'un simple projet de fin d'année, à faire en groupe. J'ai vécu pendant plusieurs mois une expérience humaine qui m'a marquée à tout jamais. Autant sur l'aspect pratique, cela m'a apporté énormément de connaissances et de compétences. J'ai pu me découvrir un vrai sens de l'organisation et une volonté de me surpasser. Mais plus personnellement, ces tournages ont été marquants et profonds, aux côtés de Michel et Francette qui sont devenus de vrais amis pour moi. Je n'oublierai jamais le rire solaire et les yeux pétillants d'Aubé. On est tous les 4 sortis de cette expérience, la tête remplie de souvenirs et surtout le cœur rempli d'amour. Alors merci, encore 1000 fois merci Infocom pour ces souvenirs. Vous écoutez donc Infocom la dernière, l'émission hommage consacrée à la fermeture de la formation Infocom à la fac de Nantes. On est cette fois avec Xavier Liébard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes documentariste et intervenant en licence depuis plusieurs années. Avec nous également Claire Florence, bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Vous avez été étudiante et vous avez cofondé le VLIP, média associatif qui assure la captation de ce soir. Tout comme Prune, le VLIP fait partie du riche héritage que laisse Infocom derrière lui, aux Nantais et aux Nantaises. Et puis à toutes celles et ceux qui voulaient s'essayer à la caméra, on y reviendra. Thibaut de Seillac, bonsoir à vous aussi. Bonsoir. Vous avez aussi été en master Infocom et bénévole chez Prune pendant 5 ans. On vous entendra aussi très bientôt. Alors pour cette dernière partie d'émission, on vous propose de réfléchir ensemble sur le paysage des formations qui existent dans le domaine de la communication et des médias et sur leur accessibilité. On verra que des initiatives existent pour se former sur le terrain et à moindre coût, à commencer par l'associatif, mais est-ce que c'est suffisant ? Infocom, la dernière. Émission spéciale à l'Université de Nantes. Un petit mot pour Infocom, où j'ai fait mon master en 2010-2011. Je m'appelle Solène, aujourd'hui je suis réalisatrice et vraiment je garde de mes années Infocom un super souvenir, que ce soit dans la fac et aussi à la VLIP où je m'investissais beaucoup. On réalisait l'émission Étudiants poil aux dents. On se marrait beaucoup, mais c'était malgré tout très formateur. Ça m'a vraiment lancée dans ma carrière audiovisuelle et je garde aussi des liens très forts des personnes que j'ai rencontrées à cette époque dans mon activité d'aujourd'hui. Donc encore merci à Infocom pour tout ça et pour toutes ces belles années.
C'était Soline Desbois de la promotion 2011. Je crois que vous avez pas mal de points communs avec elle, Claire-Florence. Vous avez cofondé l'association DIP, Des idées plein la prod, en 2004, qui a ensuite donné le VLIP qu'on connaît aujourd'hui. On voulait vous demander, est-ce qu'un des objectifs du début au DIP ou au VLIP était de former les bénévoles au journalisme dans une sorte de média-école, ou est-ce que c'était plus simplement de donner la parole aux jeunes ? Alors, nous, on a créé l'association pour porter une émission de télé qui était diffusée sur Télé Nantes, qui s'appelait Étudiants poil aux dents, donc, qui donnait la parole largement aux étudiants nantais sur toutes les problématiques qui pouvaient les animer, mais qui était aussi une façon de pratiquer la vidéo, le journalisme, quand on est étudiant à l'Université de Nantes. Donc, effectivement, il y avait les deux volets. Et alors justement, pour élargir un petit peu, est-ce que pour vous, l'associatif, ce serait plus un moyen de compléter ou de contourner des formations scolaires dans le même domaine ? Ouais, en fait, nous, c'est sûr que pendant, moi, les 4 ou 5 ans, j'étais là-bas, et puis même après, on récupérait tous les étudiants d'Infocom. Quasiment, en tout cas tous ceux qui étaient intéressés par ces thématiques-là, journalisme, médias, vidéo, et ils faisaient des stages pratiques chez nous, hein, vraiment, on faisait même des formations. Je me souviens de ma collègue Julie Caudal qui formait les étudiants Infocom sur Final Cut, voilà, en plus de leur formation dans la filière officielle, et qui pratiquaient ensuite parce que on leur donnait la caméra, voilà, il y avait tout. En fait, on faisait ce que dans la filière Infocom, c'était difficile de faire avec tous les étudiants. Donc voilà, ils venaient très souvent chez nous. On était en lien étroit quand même avec les profs de la filière parce que genre moi j'ai assisté à des millions de clôtures de stages, de présentations de mémoire, ce genre de choses-là. J'étais toujours la directrice de stage des étudiants, donc on était ensemble et on travaillait ensemble, quoi. Alors pour vous, Thibaut de Seillac, votre passage par la radio associative Prune a été concomitante avec vos études en Infocom. Vous aussi, vous êtes d'accord pour dire que les deux se complétaient en fait plutôt ? Comment ça s'est passé pour vous ? Oui, effectivement. Je pense que dès notre arrivée à Infocom, on nous a enjoint vraiment à aller dans l'associatif, notamment Xavier Lébar sur ma gauche. On nous poussait en fait à aller plus loin que la simple formation, notamment parce qu'en licence, on avait un tronc commun en fait lettres modernes. Donc on n'était pas à 100% en information et communication, donc peut-être on avait du retard par rapport à d'autres personnes qui avaient des licences purement Infocom. Et ça, oui, ça met, c'est une autre ambiance, parce que là, c'est plus de l'ambiance scolaire et c'est une autre volonté, je pense. Parce que là, on va vraiment vers la chose. Donc je pense que c'est encore deux manières différentes de voir les choses. Peut-être le côté scolaire peut refroidir certaines personnes, parce que des fois, c'est un peu comme ça. Et l'associatif, c'est des projets peut-être que l'on porte beaucoup plus. Et peut-être aussi des fois qu'on peut arriver à Prune. Je suis arrivé à Prune avec des gens qui venaient d'horizons encore plus différents. Et je me souviens que celui qui m'a vraiment le plus aidé quand je suis arrivé à Prune, il s'appelait José Lito, il avait arrêté l'école en 3e, il faisait partie de la communauté des gens du voyage, et lui, il m'a aidé par son bagou, par sa façon d'aller voir les gens. Et c'était quelque chose qu'on n'apprenait pas à l'école. Donc il y a aussi des choses qu'on n'apprend que dans l'associatif, c'est bien. À noter d'ailleurs, on voulait aussi le partager, qu'on peut aussi trouver du travail dans l'associatif ensuite. Et c'est ce que nous dit le témoignage de Romane Tirel, par exemple, qui a été diplômée en 2018. Ce que m'a apporté Infocom, je dirais la curiosité, l'envie de découvrir, l'expérience, la découverte donc, de médias associatifs nantais, donc Prune, pour lequel je suis bénévole depuis 5 ans. Et également Fragile, que j'ai rejoint en tant que salariée, puisque je suis maintenant chargée d'éducation aux médias. Donc voilà, je reste fidèle à mes études et j'en suis ravie. Et pour rebondir là-dessus et pour aller un peu plus loin, on a aussi demandé à Amandine Schiappa, la cofondatrice de Prune, qu'on a entendue en début d'émission, si justement les médias associatifs étaient pour elle le meilleur endroit pour se former dans le domaine. Dans ma carrière, je travaille énormément avec des journalistes. Je connais énormément de journalistes. Je côtoie du coup, et parce que j'habite à Paris, beaucoup de journalistes qui ont fait les grandes écoles de journalisme. Mais en même temps, je connais aussi beaucoup de journalistes qui sont passés soit par l'associatif, soit par les PQR, soit... et heureusement,
parce que les écoles reconnues de journalisme, on va dire qu'elles forment l'élite du journalisme un peu quelque part. Ça donne des gens qui sont très bien calibrés, qui ont un cerveau qui marche très bien, qui savent faire, qui sont très efficaces, pertinents, etc., etc. Mais ça moule énormément. Et du coup, ça crée des centaines et des centaines de journalistes qui sont très uniformisés. Et je pense que dans des rédactions, c'est important d'avoir aussi des journalistes qui ont un regard un peu différent, qui sont capables parfois d'avoir un pied de côté. Et dans le monde dans lequel on est, avoir un regard un peu différent, distancié, être capable d'être critique par rapport au travail qu'on fait, le travail de journaliste et d'information qu'on fait, c'est vraiment essentiel. Alors, on voulait vous faire réagir sur ce témoignage parce qu'il aborde pas mal de choses. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous souhaite réagir, notamment peut-être sur le côté formatage qu'il y aurait moins en infocom ou même dans l'associatif, et puis voilà, déjà là-dessus. Moi, je voulais bien intervenir là-dessus. Il y a un enjeu aujourd'hui pour que les formations soient multiples. Et une formation qui vient du public, c'est une formation auquel des gens ont accès à des étudiants en fait gratuitement. Et aujourd'hui, la plupart des formations en communication journaliste sont des formations dans le privé. Et il y a un basculement très très large de la communication, du journalisme, du cinéma dans le privé aujourd'hui, qui fait que quand on était étudiant, qu'on n'a pas trop les moyens en fait de se payer une formation. Est-ce qu'on peut avoir le moyen de faire ces médias-là, d'accéder à ces médias? Il y a l'associatif qui est vraiment une sorte de porte magique. Mais je crois que la fonction de l'université, c'était d'être la passerelle entre l'associatif et les étudiants qui, eux, rêvaient de faire de la communication, du journalisme, et qui en rêvaient seulement. Et tout à coup, en leur donnant la possibilité de pratiquer, faire un petit peu de radio, faire un petit peu toucher, c'est tout à coup créer le déclic. Et si ce déclic n'a plus lieu, il y a un vrai enjeu sur la société d'aujourd'hui, que le monde de la communication ne soit pas un monde privatisé, tout simplement. Puisque aujourd'hui en France, il y a une privatisation de l'information. On le sait par ceux qui payent, ceux qui financent l'information. Et il y a des vrais enjeux politiques sur qui fait l'information, qui a le droit à la parole. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui de l'université, c'est d'essayer de continuer aussi avec des professionnels, de permettre à tout le monde de faire de l'information et d'accéder à l'information. Il y a une vraie démission de l'État aujourd'hui, il y a une vraie démission du service public à former ces étudiants-là. Et moi, ça me questionne en fait sur le monde de demain qu'on nous prépare et sur la façon dont l'information et la formation se privatisent. Voilà. Thibaut, je vous voyais secouer la tête. Je crois que vous souhaitiez rester dans l'Ouest au moment de faire vos études. Vous vous étiez renseigné justement sur les différentes possibilités, ou est-ce que a priori il y avait que Infocom justement? A priori, oui, il y avait qu'Infocom. Enfin, après le bac, j'avais fait une visite à l'université, comme dans les portes ouvertes ou quelque chose dans le genre. Et j'étais convaincu, en fait. Je me disais, c'est pas pourquoi bouger. Enfin, j'avais pas envie forcément de bouger. J'étais bien là où j'étais. Et donc non, oui, avec le temps, en rediscutant avec Julia de ça, je pense aussi qu'il y avait une force de faire une licence lettres en parallèle, parce que ça nous donnait un regard encore différent. Et je pense des écoles de journalisme où là, vraiment, ils sont formatés, où ils apprennent des logiciels, et donc ça fait des gens effectivement très compétents, mais c'est un peu homogène. Il y a un milieu qui est des fois un peu homogène. Et je pense avoir eu des cours de linguistique, eu des cours de sociologie sur la presse, etc., ça nous a apporté un regard peut-être différent, effectivement. Alors, pour apporter aussi des aspects positifs, il y a quelques initiatives qui sont mises en place depuis plusieurs années pour essayer aussi d'atténuer ce dont vous parliez, en fait, aussi une certaine reproduction sociale dans ce milieu-là. Et on voulait entre autres citer la prépa La Chance, qui est présidée par un ancien journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde et de l'Express, et qui est actuellement donc président de cette association. Il s'appelle Marc Epstein. Et on lui a posé aussi quelques questions sur ces sujets-là. Et donc vous pouvez écouter tout de suite ces réponses. C'est une particularité française, ces écoles de journalisme qui sont devenues au fil du temps, pas des passages obligés, mais des passages chaudement recommandés, on va dire. Et il y a un côté très français, comme ça, une espèce de course à l'échalote au diplôme, et puis au diplôme suivant.
Et c'est un vrai problème parce que si vous avez des moyens un peu limités, ça coûte très très cher. Déjà, il faut être passé par la fac et puis ensuite vous avez ces 2 années d'école, parfois 3, et tout ça coûte très très cher. Il y a des tas de pays autour de nous avec de très bons journalistes, de très bons médias. Je pense à l'Angleterre, je pense à l'Allemagne, où il n'y a pas, comme en France, cette industrie des écoles de journalisme, et on est formé un peu à la fac en amont par les études qu'on a faites, et puis beaucoup dans les médias eux-mêmes. Alors ça se généralise d'une certaine manière en France par le biais de l'alternance. Pour les étudiants qui ont des moyens limités, évidemment que le développement de l'alternance, c'est une très bonne nouvelle. Il y a aussi une barrière un peu de la légitimité, puisque pour avoir les concours, il faut déjà se dire je vais les préparer, et pour les préparer, il faut y croire un petit peu. Du coup, c'est aussi ce défi-là d'aller chercher des jeunes qui se diraient en fait c'est pas pour moi. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est un très sérieux problème qui n'a rien à voir avec les jeunes eux-mêmes qui sont victimes de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, qui ont le sentiment que personne ne les attend dans les médias, que selon une expression largement entendue, c'est pas ma place, c'est pas leur place. Ça, c'est quelque chose contre lequel on essaie de beaucoup lutter à la chance, mais c'est quelque chose qui est malheureusement inhérent là aussi à de vieilles habitudes, notamment en France. Il y a des études internationales et malheureusement pour nous, elles convergent toutes s'agissant du système éducatif français. Et ces études, elles montrent bien que le système éducatif français ne facilite pas, n'encourage pas la mobilité sociale. Et je pense que cette idée qu'ont de très nombreux étudiants à la chance et ailleurs, qu'ils ne sont pas attendus dans les médias, que, encore une fois, c'est pas leur place, ça vient en partie de là, quoi. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, La Chance, c'est une formation gratuite réservée aux étudiants et étudiantes les plus précaires. C'est situé dans plusieurs villes de France. Et pendant 1 an, les étudiants préparent les concours aux écoles de journalisme. Alors malheureusement, ça reste un épiphénomène et ça ne résout pas du tout un problème plus global de désengagement de l'État au profit des filières privées. Xavier Libard, vous avez plusieurs années d'enseignement derrière vous dans différents établissements publics. Ça résonne, vous en avez déjà parlé, et ça résonne avec le témoignage de Marc Epstein. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous constatez ? En fait, il y a des choses intéressantes aussi dans le privé. Moi, j'interviens dans le privé, une école à Nantes qui s'appelle 3IS, qui est formidable et qui fait du bon travail. Mais c'est vrai qu'on ne retrouve plus les mixités sociales qu'on trouve ici à l'université. Ça, je trouve ça dommage, parce que ça crée une sorte de lieu, en fait, où on apprendrait davantage, on apprendrait mieux. Mais ce que je veux dire aussi aux étudiants qui nous écoutent et qui veulent travailler dans la communication, c'est que aujourd'hui, on peut faire de la communication avec très peu de moyens. Quand quelqu'un veut, il y arrive, en fait. Et en fait, on peut, parce qu'on a accès à des portables, on a accès à des caméras, on a accès aux logiciels, on peut s'auto-former via les tutoriels. Il faut se lancer, quoi. Et il y a ces espèces de trucs pratiques. Et nous, on est là comme intervenants pour dire allez-y, mais en fait, les étudiants peuvent y aller entre eux maintenant assez facilement. Tentez l'aventure et ne croyez pas ce qu'on vous raconte, qu'il faut faire forcément une école de journalisme à 7 000 € pour devenir un professionnel demain. Parce que nous, on le sait, et moi, ça fait 20 ans que je suis, intervenant. C'est pas parce que les étudiants ont eu forcément des bons parcours, avaient des profils qui convenaient, qu'ils ont réussi des beaux parcours. Il y a beaucoup d'autres critères. Et en fait, en réalité, on ne sait jamais. On ne sait jamais qui va réussir dans ces métiers-là. Et c'est ça qui est magique. C'est que ça peut venir de n'importe où. Merci beaucoup Xavier Libard pour ce témoignage. Le temps manque, on aurait pu passer 1 heure de plus sur cette émission. En tout cas, Infocom, ça permet un parcours original, atypique, même si Madame Ebuter n'aime pas ce terme. Ce n'est pas une sous-école de journalisme, ni une sous-école de com. C'est un premier choix.
Et c'est l'occasion de se retrouver avec une caméra dans les mains, un micro, et de prendre 2 mois de tournage pour faire un documentaire. Ou alors de se retrouver à monter une maquette de magazine, à couvrir un événement culturel, à trouver des stages. Et bien sûr, on l'a dit, c'est un excellent laboratoire pour rencontrer des personnes formidables, parmi les élèves comme parmi le personnel. C'est une offre qui va manquer au territoire et qui ne sera pas remplacée. Et on l'a dit, c'est symptomatique du paysage éducatif français actuel où l'offre privée se multiplie et prend le pas sur le public. Alors merci Infocom. Et merci aussi à toutes et à tous d'avoir participé à ce plateau. Merci à Clément aussi à la technique et au VLIP pour toute la collaboration. Merci à Béatrice Ebuterne et Xavier Liébard de nous avoir permis d'organiser ce plateau. Merci évidemment à tous les étudiants et étudiantes. Et on voulait vous laisser avec des mots d'étudiants et d'étudiantes encore. Ce sont ceux donc d'Antonio Corolla de la promo 2011 et de James Donovan. Magnifique. Même promo. Même promo. Et donc on vous laisse avec leurs mots parce qu'ils sont plus parlants que les nôtres encore. Salut tout le monde, moi c'est James Donovan. J'ai fait l'Infocom de 2009 à 2012, en licence et un master. Et voilà, je suis déçu d'apprendre que la filière n'existera plus. J'ai vraiment eu les bons souvenirs. Des stages, les intervenants, le travail de bénévolat dans les associations comme DEEP et Europa, et bien sûr le projet de couverture médiatique du Festival des 3 continents à la fin de Master 2. Tout ça m'a vraiment préparé pour entrer dans la vie professionnelle. Et maintenant je suis vidéaste, cadreur-monteur, un super métier de ouf que j'adore. Et c'est grâce à des rencontres et des expériences que j'ai pu avoir pendant mon temps à Nantes que j'y suis parvenu. Donc voilà, merci à Infocom. Et big up à Monsieur Clergeau, Monsieur Cormoret et bien sûr tous les amis de la promo. Donc salut. Grâce à cette expérience, j'ai pu connaître beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui travaillaient dans les métiers. Déjà, la formation elle était bien organisée. C'était un mélange de différentes typologies d'enseignement et en même temps, il avait beaucoup de matériel, beaucoup de matières mélangées d'une certaine manière et que ça m'a permis d'avoir vraiment une énorme ouverture sur toutes les connaissances qu'on pouvait avoir au niveau des médias, de la création, de support de contenu de tout type en fait. On avait la possibilité de faire ce qu'on voulait et la disponibilité du matériel pour partir, faire des projets, faire des films, faire de la radio, pouvoir faire l'expérience directe, c'était ça qui m'a vraiment lié à cette expérience. C'est là que j'ai compris que je voulais faire ça dans la vie et de toute manière aujourd'hui je fais ça, donc c'est devenu mon métier, la réalisation audiovisuelle. Après j'ai créé moi aussi une association avec des collègues toujours d'Infocom, mais avec l'association après on a développé une boîte de production et petit à petit on est encore en lien aussi avec d'autres Infocom avec lesquels moi je fais des documentaires, je fais d'autres projets audiovisuels, donc tout est là. Et de toute manière grâce à Infocom que j'ai vraiment découvert ce que je voulais faire dans la vie, donc c'est pour ça que je dis qu'Infocom de toute manière elle m'a vraiment changé la vie. Pour réécouter et visionner cette émission spéciale Infocom la dernière, rendez-vous sur le site du VLIP, www.vlip.fr, ou sur le site de Prune, www.prune.net.